Alors, Denis, je suis ravi qu'on se connaisse, enfin, j'ai envie de dire, puisque en fait, tu as réalisé un spectacle, un des spectacles qui m'a le plus marqué dans ma vie. Bon, en fait, j'avais 20 ans, je faisais partie d'une troupe, le groupe Expérimental Théâtre, et je jouais à Avignon, je ne sais plus si c'était Oediproie ou Médéa, enfin bref. Et puis, à l'époque, bon, on en profite pour voir des choses, mais bon, je ne sais plus quel jour on jouait, enfin bref, j'arrive à me libérer pour ton spectacle et j'apprends qu'il y a des horaires différents chaque soir. Donc, je me rends à ce spectacle, et alors, c'était un des plus grands chocs, et encore une fois, de ma vie, et je pourrais encore le décrire aujourd'hui, je te l'ai déjà prouvé d'ailleurs. Et donc je vais revenir sur certains aspects et puis on va développer, etc. Mais dans un premier temps, peut-être que ce serait bien que tu te présentes rapidement, en mettant l'accent sur le metteur en scène, bien sûr, parce que tu as plein de fonctions. Et puis peut-être que tu présentes ce spectacle, comment, hein, ou bien non. Oui, bien sûr. Bon, alors en 76, c'est l'année dont tu parles, j'avais 30 ans. Donc, ce qui fait que j'en ai maintenant 77. J'ai en effet, comme tu le dis, fait plusieurs métiers. Le théâtre a occupé une très grande partie de mon temps, de mon travail, de ma vie. Parfois de façon totalement exclusive, pendant 20 ans à peu près. Je ne faisais rien d'autre. À l'époque de Jules César, justement, puisqu'il s'agit d'un spectacle qui s'appelait Jules César, à l'époque de Jules César, en 1976, je venais, depuis un an ou deux, d'entamer une période où je me suis dévoué exclusivement et seulement au théâtre. Avant cette période, qui a duré longtemps, celle-là a duré 2 décennies, avant cette période et après cette période, j'ai fait diverses choses, et en particulier beaucoup de philo, comme prof, mais aussi comme j'ai écrit pas mal de choses dans ce domaine-là et dans d'autres. Voilà. Alors le spectacle lui-même, il y aurait beaucoup à dire, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, sur les conditions dans lesquelles il s'est fait. Mais disons, on était une toute jeune troupe qui s'appelait L'Attroupement, qui s'était créée par dissidence après une expérience très institutionnelle. On était tout jeunes, hein, il y avait un metteur en scène, il s'appelait Robert Gironès, aujourd'hui décédé, qui avait monté, avec qui on était plusieurs à collaborer depuis 1 an ou 2, pour ma part, et il avait monté une pièce qu'il m'avait demandé d'écrire, une adaptation d'Édouard II de Marlowe. Le spectacle s'appelait Le règne blanc, et ça a été créé en 1975 à Chaillot, dans des conditions très bien, quoi, pour une jeune troupe et pour un tout jeune auteur. Et ça a été un échec absolument épouvantable. C'est lui qui faisait la mise en scène, je ne sais pas qu'est-ce qui était mauvais, mais certainement quelque chose n'était pas réussi là-dedans. J'avais vu une mise en scène par Sobel qui était très bien. Oui, mais de l'Édouard II directement. Oui, ça. C'était pas d'Édouard II. Là, c'était à partir de l'Édouard II, mais c'était vraiment une pièce, voilà. En tout cas, c'était une adaptation, clairement, et ça se présentait comme ça. Mais disons, c'était vraiment un geste d'écriture très, très personnel. Alors voilà, le choc a été si violent en 1975 qu'un petit noyau d'acteurs de cette troupe, on était 4 au départ, on a décidé de ne pas continuer le chemin institutionnel que Gironès, qui était à l'époque un metteur en scène qui s'affirmait, poursuivait pour sa part. Et donc on a créé un petit groupe totalement à part de tout, qui s'appelait L'Attroupement. On a commencé par faire un spectacle dans un café à Strasbourg, déjà un Shakespeare, Roméo et Juliette, on était 4, et puis après on a créé un autre spectacle à Strasbourg aussi, qui a tourné un peu, qui s'appelait La Nuit des Rois, du même Shakespeare. Et puis on a eu l'idée d'aller jouer à Avignon. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien, ni lieu, ni moindre moyen, rien du tout, et on est parti en quête d'un lieu. On dit à Avignon, c'était pas en 76 ce que c'est devenu, hein. C'était pas l'immense foire, au sens positif et négatif du mot, de théâtre. Donc on a, pour aller chercher un lieu
à Avignon, on a fait une chose très simple, on est allé s'adresser au directeur du festival, qui était à l'époque Paul Piot, qui nous a reçus. Il a dit, je sais pas où vous pourriez jouer, voilà, on pourrait voir. Tu vois, à l'époque, le off existait à peine, pas vraiment. Existait un petit peu, mais c'était pas du tout là. Et alors, il m'a adressé au directeur technique du festival, qui s'appelait, d'un nom très étonnant, il s'appelait, son prénom c'était Marie-Jo L'Huillier. Et ce Marie-Jo L'Huillier m'a dit, écoutez, je ne vois pas d'endroit, il faut vous conseiller. Il y a un endroit, mais qui est complètement impraticable, il y a une église qui est au fond, qui est en banlieue, vraiment au fond de la banlieue, au sens de l'époque, hein, qui est l'église Saint-Joseph de Champfleury, qui était installée au milieu de HLM. Et il a dû aller voir. Il faisait déjà des spectacles? Pas du tout, rien du tout. Et comment il a pensé à ça? Parce que c'était un lieu qui était là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient pensé à y faire quelque chose. Ah oui, je crois, tiens, tu me le rappelles, je crois qu'ils avaient pensé à y faire quelque chose et qu'ils avaient renoncé parce que les conditions étaient épouvantables. C'est-à-dire, je ne sais plus, c'était l'acoustique, j'en sais rien, enfin bon, voilà. Alors on y va, on tombe sur un homme dont le père, le prêtre qui s'occupait de cette église, qui s'appelait le père Joseph Persat, qui était aumônier national des Gitans, je l'ai su après, qui était un saint, tout simplement un saint, mais on ne le savait pas, nous, à l'époque, tu vois. C'était un type qui était, inimaginable, quoi. Mais nous, personne n'était catholique là-dedans, hein. Ni moi. Quelqu'un d'ouvert, quoi. Oui, ni moi par aucune façon. D'aucune façon, hein. Ni d'autres qui auraient pu l'être, parce que pas de famille, mais qui ne l'étaient pas. Bon, on va voir ce type, et il nous dit, bah oui, écoutez, bon, il nous montre les lieux, il nous montre l'église, qui était une église ultra moderne pour l'époque, des années 60, tu vois, une espèce d'architecture vraiment typique, je crois, années 60, béton un peu... Oui, je me souviens. Un peu efflanqué, enlevé, comme ça. L'église à l'intérieur, oui, bah, c'était un lieu, tu vois. L'acoustique n'était pas avantageuse, je crois, si je me souviens bien. Et puis, il nous dit, bon, bah écoutez, oui, si vous voulez, pourquoi pas. Alors il dit, bon, c'est formidable, mais il faudrait qu'on trouve où habiter. Il faudrait qu'on cherche. On me dit, écoutez, dans le presbytère, il y a quelques chambres, si vous voulez. Je te dis, c'était un saint, quoi. Après, j'ai demandé, quand ça est devenu une telle épopée, j'ai demandé, pourquoi vous nous avez reçus? Alors il a dit, mais parce que il est écrit, frappez, on vous ouvrira. Tu vois, donc, voilà, c'est un homme très simple, mais une grande profondeur. Et donc... il faut tomber sur la bonne phrase. Et donc, voilà. Et donc, on a occupé le presbytère. On était quand même 8, plus un ou deux qui sont venus nous aider pour la technique. On était donc une bonne dizaine. Il y avait des chambres dans ce presbytère. Donc on s'est installé dans les chambres. Ce brave père ne savait pas ce qu'il faisait. Et on s'est installé là. Parce qu'on voulait, c'était... chose essentielle pour l'époque, et je pense que ça va avoir une influence sur ce dont tu souhaites parler, on voulait vivre là. On ne voulait pas arriver et présenter un spectacle imaginé ailleurs. On voulait vivre là et que le spectacle résulte de notre... C'était pas par conviction esthétique, c'était presque par conviction politique, on y reviendra peut-être. Et en tout cas, c'était aussi par manque d'argent, parce qu'on n'avait rien, tu vois. Donc voilà, donc on a vécu là pendant 3 mois, et il en est sorti ce que tu as vu. Voilà. Alors, je voudrais axer la discussion sur différents points, mais peut-être le principal, c'est l'in situ, ouais. Puisque le spectacle se déroulait devant l'église, à l'extérieur, ouais. Et donc avec le coucher du soleil. Ouais. Donc c'est pour ça que les heures changeaient chaque soir. Et alors, je me souviens très bien, au moment où on ne voyait plus rien, ça coïncidait à un moment particulier dans l'histoire où Jules César, on allumait les projecteurs pour la première fois, et Jules César avait peur de sa propre ombre. Je veux dire, c'était même pas la peine de nous l'expliquer, on comprenait ce qui se passait dans sa tête, et donc tout était agencé comme ça, de manière assez incroyable. Et alors, bon, il y avait aussi d'autres choses in situ, comme des personnages qui apparaissaient sur le toit de l'église aussi, à un moment donné, hein, je ne sais plus, des malfaiteurs, enfin, je ne sais plus exactement. Et ensuite, on rentrait dans l'église. Le public était conduit dans l'église, et puis là on voyait l'assassinat de Jules César, on y reviendra, et le monologue de Brutus sur la chaire, je crois. Ah, ça c'était Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine qui montait sur la chaire, oui. D'accord, bon. Alors,
Et alors, alors voilà, la notion d'in situ, alors c'est quelque chose, finalement, je m'en suis rendu compte après coup, hein, qui est, avant que l'on en parle dans les arts plastiques, qui était en fait, le terme n'était pas utilisé au théâtre, mais qui était utilisé pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se faisaient en dehors des théâtres. Hein. Et puis, alors, dans le meilleur des cas, ça donnait ce que tu as fait, puis parfois c'était catastrophique. Hein, mais il y avait plein d'expériences comme ça. Moi, je me souviens, je voyais pas mal de choses, au bout de 5 minutes, souvent je partais, c'était bon. Et puis, voilà, la notion d'in situ est devenue beaucoup plus tard pour moi essentielle, puisque tout mon travail plastique fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'une œuvre... alors, je connaissais Buren qui a rendu populaire ce terme, mais je n'avais pas pensé l'utiliser. Et puis moi-même, je ne pensais pas être plasticien dans un premier temps. Parce que j'étais comédien, j'étais chanteur, j'ai fait des spectacles comme metteur en scène, scénographe, etc. Et quand les arts plastiques sont venus, la première expo, il se trouve que j'ai tout de suite pensé à ça, parce que mon travail fonctionnant sur des doubles, des reflets, etc., j'avais utilisé des petits miroirs, mais la première expo, le lieu qu'on me propose, il y avait à l'entrée des portes avec des miroirs. J'ai tout de suite dit, mais il faut que je les utilise. Et puis voilà, c'est parti de là, et avec des projections, avec des gobos tout de suite, enfin des tas de choses que j'ai utilisées par la suite. Donc l'in situ, pour moi, a été un déclenchement avec ce spectacle, en fait, et avec des répercussions bien plus tard. Mais ça a été, je me suis dit, mais ça a beaucoup plus de poids quand on travaille comme ça. Alors après, j'en ai beaucoup parlé à mes élèves, parce que j'ai donné des cours dans plusieurs endroits, notamment à l'ENSAP, des cours de scénographie. Et alors je décrivais les choses, mais je n'avais pas retrouvé ton nom, enfin, à chaque fois que je cherchais, à l'époque, je ne trouvais pas, je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas retenu le nom de la troupe, etc. Et puis, finalement, alors j'avais fini par quand même trouver ton nom bien longtemps après. Et puis, finalement, c'est l'année dernière que tu as, oui, que tu as publié ton livre sur Mathieu. Et puis, il y avait le Caravage en couverture. Et puis, j'ai regardé, il y avait des extraits, etc. Et puis, tu m'as fait découvrir quelque chose que je ne savais pas. C'est-à-dire que Mathieu n'était pas le personnage vieux qui avait l'air de se désigner, mais au contraire, il désignait un plus jeune à côté. Alors, tout de suite, je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup parce que je dois travailler sur le Caravage. Enfin, j'ai trouvé plein de choses. Et puis de là, voilà, je me suis dit, il faut qu'on se rencontre parce que c'est l'occasion de parler de ce spectacle qui m'a tellement marqué, quoi. Et donc, c'est par un réseau social que donc, j'ai trouvé ton nom, et puis voilà, on a commencé à discuter. Réseau social dont, je le disais à l'instant, je crois, à Stéphane, si je ne me trompe pas de prénom, je me suis désinscrit hier matin, donc ne me cherche plus là. D'accord. Je n'y suis pas, au moins temporairement. T'en as marre. Alors, pour revenir sur l'affaire de in situ, alors, oui, enfin, c'est très, très important, d'autant qu'en un certain sens, ça a dû s'interrompre violemment après Jules César. Mais enfin, ça nous avait occupé un an. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui ont convergé. Il faudrait d'abord parler du site et puis après du temps, de l'histoire, de ce que tu appelles l'intempore. Oui, oui, parce qu'il y a aussi l'intempore. Ouais. Donc, pour ce qui est du site, quand on a commencé dans un café, qui est un café-théâtre. La plupart des gens croyaient qu'on allait faire une adaptation plus ou moins burlesque ou parodique de Jules César, de Roméo et Juliette. En fait, pas du tout. On voulait au contraire remonter aux sources les plus précises d'un théâtre. Ah, je crois que tu parlais d'Ovide, non, c'est pas ça? Non, non. Parce que ça part d'Ovide. Ouais. Non, c'était Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais on était dans un petit café. Donc là, il n'y avait évidemment pas question d'avoir le moindre décor. Ce qui était pour nous certain, c'était qu'on allait jouer au milieu du public et avec le public. Non pas au milieu du public en installant un petit espace scénique central, mais en se répartissant dans les différentes tables, pour jouer d'une table à l'autre, de façon que les spectateurs puissent être ni en arrière ni en avant, mais au milieu de l'action qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses scènes de foule. Alors là, ça nous permettait d'utiliser le public pour figurer la foule, mais il n'y a pas que ça, il y a plus profond. Il y a le fait que, dans notre conception de l'époque, la représentation théâtrale n'était pas quelque chose qui se situait face à un public qui la regarderait, la considérerait, comme on considère par exemple un tableau dans
dans un dispositif entre guillemets classique, mais que la représentation théâtrale traverserait les gens, à la fois collectivement et individuellement, de sorte qu'il soit absolument impossible de jamais voir un acteur sans voir un spectateur derrière ou à côté. Voilà, c'était tout. Le in situ, à l'époque, se limitait à ça. Il n'avait pas grand-chose à voir avec l'architecture. Bon. Puis après, ça s'est très très bien passé, ce spectacle. C'est un petit spectacle, mais qui a eu beaucoup d'écho. Et on nous a invités à faire un autre spectacle par des liens amicaux. C'était un restaurateur qui s'appelait Roland Brotbeck, et qui était un passionné de théâtre, qui nous a invités, qui venait d'être nommé, déjà à l'époque, gérant d'un restaurant devant la cathédrale de Strasbourg, quasiment, tu vois, c'est très bien. Ce restaurant avait un caveau, et il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez utiliser le caveau. Notre but étant toujours, comme ça est devenu à peine, s'y installer pendant 4 mois pour y faire quelque chose. Dans ce caveau, il y avait un énorme problème qui s'est avéré être une bénédiction, c'est qu'il y avait 3 énormes piliers au milieu qui compromettaient toute possibilité de jouer dans un rapport théâtral convenu. Donc on a été obligé de jouer avec l'espace, et là est intervenue la dimension architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait de faire en sorte que les spectateurs ne pouvaient jamais voir la totalité de ce qu'ils jouaient. C'était impossible, parce que les poteaux, les piliers étaient trop grands et cachés. Ouais. Donc il fallait, chaque fois qu'il y avait une scène, avec 2 comédiens par exemple, qu'un des comédiens fût visible d'une partie du public et l'autre de l'autre, tu vois, mais qu'ils puissent jouer ensemble. Donc on a travaillé là-dessus longuement. On s'est profondément imprégné du lieu, on y a trouvé une joie incroyable. Il y a eu une ressource de théâtre énorme, et le public, il y a eu un véritable engouement. Alors là-dessus, sans que ce soit totalement délibéré, on s'est dit, bon ben voilà, on y va. Et comme pour diverses raisons, on a souhaité aller à ce moment-là à Avignon, après un petit passage à Lyon, on est arrivé dans ce lieu, beaucoup plus aride et beaucoup moins, je veux dire, l'église Saint-Joseph et son terre-plein, c'était pas un parvis, c'était une espèce de terre-plein, de terre battue. Voilà. Alors, on a commencé à essayer de jouer dedans, on n'y arrivait pas bien. Donc, on a d'ailleurs changé de pièce, parce qu'on voulait monter Hamlet. Et on a renoncé à monter Hamlet, et en cours de route, on a changé, bon, voilà. Puis Avignon, il fait beau, et l'été arrivait pendant qu'on répétait, peu à peu, en tout cas le printemps avançait, et voilà, il faisait très chaud dans l'église, et donc on a eu envie de se dire, ouais, dehors, voilà. On va répéter dehors. Mais répétant dehors, par des commodités comme ça, peu à peu, on a pensé que, voilà, c'était un lieu, c'était un site très différent d'un caveau, disons, d'allure vaguement médiévale ou renaissante, comme c'était à Strasbourg, totalement à l'opposé, mais d'une certaine façon très inspirant. Parce qu'il y avait ce bâtiment, mais le site, ce n'était pas le bâtiment, il y avait des HLM derrière, qui ont d'ailleurs été détruits depuis, des tours, des immeubles, des bars, ce n'est pas des tours, des bars. Et il y avait une espèce de grand champ, je ne sais pas si tu te souviens, de leur côté, qui servait de terrain de jeu à des gosses du quartier qui sont avérés être principalement des enfants marocains. Mais tout ça n'avait pas la prégnance, en tout cas culturelle, que ça a acquis depuis, tu vois. Donc, on a dû, voilà, faire avec, et en répétant, et faire avec les gosses du quartier qui étaient aussi là et qui nous venaient dans les pattes parce qu'au départ, ils se demandaient ce qu'on venait faire ici, là, tu vois, c'était des intrus. Puis on s'est lié un peu d'amitié, un peu narquoise de leur part. Puis on a fini par jouer avec eux. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le spectacle, ils passaient entre les rangs des acteurs et des spectateurs. Ah oui, non, je me rappelle. Et parfois, ils étaient en grappe au pied de Brutus ou de Antoine. C'était souvent des enfants donc, maghrébins. Et ça donnait une dimension, une portée à ce que racontait. Mais enfin, on ne pouvait pas les utiliser comme des figurants parce qu'ils avaient beaucoup trop de personnalité. On n'avait pas de moyen de les payer de quelque façon que ce soit. J'en profite pour parler de ces familles avant de venir à la nuit in tempore pour dire simplement qu'on a vécu là un événement, une soirée extraordinaire. C'est que, bon ben voilà, on a répété, ils étaient là, on les traversait, surtout les gosses, et parfois des ados. Et puis,
on a décidé de faire l'heure de la première, le jour de la première avancée, et on a décidé de faire une espèce de général, comme tout le monde, quoi. Enfin voilà, une espèce de dernière représentation avant l'heure. Et je ne sais pas comment ça s'est dit, mais est-ce qu'on l'a induit? Est-ce que c'est eux qui l'ont induit? Mais les familles sont descendues voir Jules César. Et donc, ces familles qu'on n'avait jamais vues, des dames avec des voiles, des blancs, je suis principalement blanc, je n'étais pas noir, comme les femmes maghrébines de mon enfance, des hommes, des enfants, et on a eu une générale bondée, c'est-à-dire il y avait 300 places, tu vois, 200, je ne sais pas, 200 peut-être, 200 places, avec un monde fou, tous les gens du quartier qui étaient venus là. Ça s'est terminé en fête, où ils ont fait de la musique, et à partir de ce moment-là, pendant toutes les représentations, plus ou moins festivalières, les familles nous ont non seulement foutu la paix, mais protégés, si tu veux. On n'était pas en danger, mais on se sentait accueillis, recueillis, voilà. Alors qu'on avait des difficultés avec d'autres types de personnes. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que le situ, ça a été d'abord les gens. C'est pour ça que ça vient d'une chose politique au départ, parce c'était juste après 68, on était très politisés, on croyait aux valeurs du populaire, au sens le plus large et le plus ouvert du mot. Et donc, le situ, c'était d'abord, quand on joue devant des gens, eh ben, ils sont là, c'est chez eux. Et donc, on fait quelque chose. Mais on ne faisait pas un théâtre politique premier degré pour leur renvoyer leurs problèmes. On jouait du Shakespeare. C'est ça. Tu vois, dans une langue assez ancienne, on utilisait la traduction de François Victor Hugo à l'époque. Donc, si tu veux, c'était pas du tout une volonté de s'adapter. C'était une volonté de présenter ça. Voilà. Ça, c'est pour les gens. C'est venu de ça, le in situ. Le in tempore, c'est pas ton souvenir est important, il n'est pas tout à fait exact, mais c'est bien de le dire, parce que qu'est-ce qui se passait? On a joué 3 semaines, du 10 au 31 juillet. Je me souviens de ces dates, tu vois. Or, on avait constaté une chose qui, pendant une répétition, m'avait fait un effet personnellement inouï. C'est que, pendant qu'on répétait, une certaine fois, parce qu'on répétait en fin de journée, et souvent parce qu'il faisait chaud, on répétait un peu en fin de journée, tu sais que César marche dans la pièce, César marche vers le lieu où il va être assassiné, et une partie de la pièce se déroule de nuit, la nuit avant son assassinat. Et donc on parle du lendemain qu'il a venu. Et puis à un moment donné, les personnages, César entre autres, si je me souviens bien, mais en tout cas les personnages, disent « le jour se lève, le jour est en train de se lever ». Parce que c'est un jour qui se levait sur le jour du meurtre, sur la catastrophe. Et pendant qu'ils disaient ça, la nuit tombait, tu vois. Pendant que les acteurs disaient, voilà, oh, le jour se lève. Et alors, on a travaillé là-dessus, montrait, alors il y avait un accord très particulier, il fallait que ça soit à un moment précis. C'est-à-dire que c'est le moment où le soleil disparaissait? Voilà, oui. Et on pouvait croire qu'il apparaissait, voilà, c'est ça? Si tu veux le faire. Ben oui, parce qu'en fait, le fait qu'ils disent le jour se lève alors que la nuit tombe, ça veut dire que le jour qui arrive. Il y avait encore le soleil quand même. Il y avait du jour, Ouais. Tu vois, on ne voyait pas le soleil quand même, il y avait du jour. encore. Et il y avait un moment donné où l'ombre le disputait à la lumière, et les acteurs répétaient à une reprise, oh, le jour se lève, c'est un jour sinistre. C'est la nuit qui tombait en fait sur le monde. Voilà. Alors, voyant ça, et étant littéralement assez bouleversé et un peu ébloui par ce que je voyais là, on dit mais il faut garder ça. Mais seulement, ça durait 3 semaines. Et comme ça durait 3 semaines, l'heure à laquelle cela avait lieu changeait. Oui, mais ça. Pendant les 3 semaines. Et donc, c'est pas tous les jours qu'on a changé, c'est de 10 jours en 10 jours. Ah, mais ça, je ne sais pas tous les jours. On a fait 3 périodes où l'heure de la représentation avançait, puisque les jours commençaient à raccourcir, et que donc c'était le moment où il fallait, pour taper juste au moment des répliques, il fallait, voilà, donc c'est passé ça. Et en effet, il y avait des conjurés, c'était une espèce de truand, mais des conjurés qui menaçaient d'assassiner César et qui occupaient les différents lieux, jusqu'à ce que, oui en effet les toits, même l'aire de jeu des enfants, il y avait un moment donné qui était étonnant, je crois, où Patrick Lemauff, un des comédiens du spectacle, disait
criait ou hurlait des répliques, mais très 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 loin de l'aire de jeu, au fond de l'esplanade. Et les acteurs et donc les spectateurs se retournaient, mais hors théâtre, hors de l'espace, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, il arrivait en courant. Et les plus beaux soirs, les gosses qui étaient là, et qui parfois jouaient au foot avec notre régisseur pendant la représentation, pour qu'on les calme, les gosses qui étaient là, venaient en courant avec lui, ce qui créait un effet magnifique. Voilà. Simplement, pour finir, César finit par entrer dans le lieu de son assassinat, et à ce moment-là, la pièce dit, les portes s'ouvrent, et il dit aux différents sénateurs, je crois, eh bien venez entrer avec moi, venez, on va y aller, venez. Et donc là, on a profité pour emmener tout le public. Alors, je ne me souvenais pas effectivement de cette inversion du soleil qui se couche, qui devient, ça c'est magnifique. Alors, j'aurais 3 choses à dire. Alors, sur le in tempore, il se trouve que j'étais très ami avec Gérard Griset, qui a inventé la musique spectrale. Et il a fait un spectacle qui s'appelait Le Noir de l'Étoile, où il captait en direct un quasar, qui donc fait pas de bruit en lui-même, mais quand on transformait, parce qu'un quasar ça tourne très, très rapidement sur lui-même, il transformait ses vibrations en son, il l'avait intégré dans sa pièce. Alors, Guy Lelon avait beaucoup travaillé sur la musique in situ, et donc comme on était amis, on en parlait, etc. Et du coup, il parlait de cette pièce comme étant in situ. Donc, j'avais dit, non, c'est pas in situ, c'est in tempore, et je lui avais parlé de Jules César. Il avait été fasciné par ce que je racontais. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est pour dire que ça m'interpellait beaucoup, et je m'en servais tout le temps comme exemple. Alors, le deuxième point, c'était le fait que le in situ, comme tu le dis, c'est en fait c'est intégrer tout ce qui pourrait être chiant dans le réel pour en faire une qualité. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, moi, je veux dire, le monde tel qu'il nous présente, il ne nous convient jamais, quoi, vraiment. Donc il faut arriver, et c'est ça le in situ, c'est trouver un moyen pour s'accorder, et puis même, quelque chose qui pourrait être un défaut devient une qualité et apporte énormément de choses. Alors soit le lieu, soit le soleil, soit les gens qu'apportent. En fait, moi je trouve que ça, c'est un truc extrêmement important et qui a des répercussions énormes. Hein. Donc, ce genre de pratique pourrait donner des leçons à la vie de tous les jours. Tu vois. Ça aussi, ça me paraît important. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Voilà. Alors la troisième chose, c'est... je ne sais, enfin, moi, dans cette troupe où j'étais, le metteur en scène était un élève de Tania Balachova, que je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Bien sûr, oui, évidemment. Et donc qui a formé les grands acteurs de l'époque, Delphine Seyrig, Lonsdal, Trintignant, enfin je pense qu'ils sont tous morts, mais c'était vraiment les grands acteurs qui sortaient de la norme du réalisme, en fait, etc. Et donc j'ai bénéficié, elle venait de mourir, et puis lui reprenait, moi c'est par hasard, hein, j'étais... Comment il s'appelait? François Berthaud, ça te dit quelque chose? Non, je me souviens pas. Et alors, c'est vraiment par hasard, j'étais au lycée Hoche, moi c'était des pires moments de ma vie, mais bon, parce qu'on le présente comme l'équivalent d'Henri IV, enfin c'était une ambiance de militaire, enfin, c'était épouvantable. Bon. Et puis il se trouve que j'ai alors je crois que c'était un voisin, c'était même pas quelqu'un qui était dans la classe, m'apprend qu'il répète dans une troupe qui fait du théâtre, etc. Et je vais voir, et c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. J'avais vu que des mères de théâtre, grosso modo, sans doute à la télé, je ne sais pas. Et j'avais 16 ans. Et puis, une direction avec des jeunes. Je n'ai jamais vu ça depuis, peut-être... Si, Christian Lupa, je ne sais pas si tu as vu, il a fait une pièce, un metteur en scène polonais, oui, je vois bien. Qui a fait une pièce avec des jeunes acteurs, mais de manière absolument incroyable. On oublie complètement l'âge et tout ça. Donc, je vois ça, et donc, je fais tout pour entrer dans la troupe, quoi, et donc, j'ai commencé donc, très tôt, et on jouait, enfin, je veux dire, je répétais tous les soirs, en fait, en plus de mes cours au lycée, etc. Et puis, donc, je me suis énormément impliqué, et donc, et puis ça m'a donc permis de jouer avec cette troupe à Avignon, et puis de voir ce spectacle. Alors, je reviens sur la distanciation, voilà. Parce que, en fait, ce qui m'a aussi marqué, et puis
alors là, par contre, j'avais autant l'in situ, je découvrais, enfin bon, la distanciation, j'étais formé avec le mot, avec toute une pratique. Et ça, du coup, j'étais à l'aise parce que tu n'étais pas, tu le dis toi-même, c'est un travail politique, mais qui n'est pas dans l'expression d'une idéologie ou d'une quelque chose de préalable. Tu explores, c'est ça moi qui a conduit toute ma vie, quoi. La distanciation, ça va être d'explorer un médium, d'explorer des choses, sans savoir vers quoi ça va mener. Et finalement, on va beaucoup plus loin qu'en se contentant d'illustrer ce qu'on avait compris et ce qu'on voudrait défendre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que cette distanciation te parlait aussi à l'époque, ou bien est-ce que c'est venu comme ça, ou est-ce que tu avais déjà, je ne sais pas, tu avais connu Brecht ou d'autres choses Bien sûr, moi je n'étais pas... j'avais pas eu une formation dans les milieux du théâtre, hein, puisque tous mes amis, oui, avaient fait l'école de Strasbourg en général, c'est-à-dire dans un milieu très brechtien, très marqué par le brechtisme. Et d'ailleurs, une des personnes, un des spectateurs qui a le plus fait pour le fait de faire connaître ce Jules César dans le festival, c'était André Stégère, qui était un des très grands interprètes pratiques et théoriques de la pensée de Brecht dans ces années-là. Et le jeune Jean-Pierre Vincent aussi, ils étaient ensemble quand ils sont venus voir une répétition. Alors, qu'est-ce qui était en question pour moi? Qu'est-ce qui peut être en question? Je croyais que tu allais parler de ça, mais sous le mot de distanciation. Il y avait plusieurs choses, mais en tout cas, il y en avait une qui était très importante, c'est que le spectacle se déroulait de la façon suivante. On posait qu'il y avait un narrateur, mais ce narrateur, c'était l'équipe, c'était le groupe. Hein. Et le narrateur prenait la parole, je ne sais pas si tu te souviens de ça, le spectacle, la pièce n'était pas jouée dans la continuité. Il y avait des séquences, des moments. Et entre ces moments, le groupe, par tel ou tel de ses membres, prenait la parole pour raconter en gros ce qui se passait avant, ce qui se passait après, et qu'on n'avait pas jugé utile de jouer, si tu veux. Comme un coryphée ou... Oui, voilà, simplement comme ça, mais de façon extrêmement directe et simple. Et donc on jouait une partie de la pièce. Et puis après on s'arrêtait, on disait il se passe ça, et on arrivait à une autre séquence. Or, l'important dans l'affaire, et c'est absolument essentiel pour le groupe très communautaire que nous étions, c'est qu'à une exception près sur laquelle on va revenir, je suppose, les rôles étaient redistribués d'une séquence à l'autre. Absolument. C'est-à-dire que... On voyait les gens se changer d'habit. Voilà. C'est-à-dire qu'au sein du même groupe, pour jouer la même pièce... Sauf Jules César. Voilà, à l'exception de Jules César. Mais pas d'ailleurs qu'on l'ait décidé au départ, ça s'est un peu imposé comme ça peu à peu. Et donc il se trouvait que, par exemple, moi je pouvais jouer Cassius au début et Brutus plus tard, de même que tel autre pouvait jouer Marc-Antoine et Brutus, qui sont pourtant des rôles réputés antagonistes dans la pièce. Voilà. Et donc il ne pouvait pas y avoir d'identification au rôle. C'est ça. Tu vois, oui. C'est-à-dire, il y avait toujours, et ça c'est très brechtien en effet, même si on n'était pas à l'époque brechtien au sens doctrinaire du mot, du tout, mais il y avait quelqu'un qui racontait l'histoire, en l'occurrence c'était le groupe, et ce quelqu'un qui racontait l'histoire jugeait nécessaire à un moment ou à un autre de prendre la figure de tel ou tel rôle. Et ça, en effet, ça supposait une pratique qui empêchait toute adhésion du comédien à son personnage, voilà. son supposé personnage. Voilà. Donc on n'est pas dans l'expressivité, le naturalisme, enfin tout ça, et ça m'a évidemment... J'étais déjà formé par ça, donc ça m'a beaucoup frappé. Alors, l'autre point, mais qui va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, c'est que le rôle principal de Jules César était tenu par une femme. Une actrice assez incroyable d'ailleurs. Et alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors d'une part, il faut rappeler la tradition shakespearienne de l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Donc j'ai vu une pièce Comme il vous plaira une fois par une troupe anglaise qui était donnée par uniquement des hommes, ce qu'on ne fait pas forcément de manière systématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, Comme il vous plaira, c'est absolument fondamental, puisque le personnage principal,
qui est une femme, et donc jouée par un homme, mais elle se déguise en homme à un moment donné. Elle retrouve son copain qui se réfugie dans la forêt, qui ne la reconnaît pas, et elle lui dit, voilà, je vais t'apprendre grosso modo, à draguer une fille. Donc un homme qui joue le rôle d'une femme déguisée en homme, qui joue le rôle d'une femme. C'est quand même assez... Et donc Shakespeare, on voit bien, il a une contrainte au départ, et au lieu de s'en foutre, il va jusqu'au bout du truc pour que ça devienne vertigineux. Et alors, les acteurs étaient absolument formidables, parce que le garçon qui joue un rôle de garçon jouait le jeu, mais on voyait que, bon, il n'était pas... Enfin, il gardait une certaine distance, parce que pour lui, ça restait un homme. Et puis à la fin, quand il comprend que c'est finalement sa copine, ben, il se roule des pelles. Mais sauf que pour nous, ce sont deux hommes, tu vois. Et alors, ça évidemment, c'est Shakespeare. Toi, tu te dis, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de respecter cette règle. Par contre, on peut inverser le truc. Pourquoi pas... Pourquoi pas donner le rôle à une femme qui joue le rôle d'un homme, quoi. Et alors là, il se passe des choses assez incroyables, parce que moi, je crois que j'avais déjà lu Suétone à l'époque, il me semble que c'est dans Suétone, La vie des 12 Césars, où on dit que César, c'est l'homme de toutes les femmes, la femme de tous les hommes. Je pense que c'est là, non ? Je ne sais pas si c'est là, mais enfin, oui. c'est une phrase connue. Et alors, évidemment, à un moment donné, on voit César et Marc-Antoine se rouler là aussi, se rouler des plaies. Et il se passe un peu la même chose, c'est-à-dire, mais là, de manière tout à fait différente, puisqu'on banalise la chose, c'est entre un homme et une femme, mais pour jouer une relation entre deux hommes. Donc c'est assez incroyable, quoi. Donc d'une certaine façon, ça banalise la chose, hein, et on ne va pas du tout dans le sens de, vous voyez, là, moi je veux faire passer je ne sais pas quel message, machin. C'est beaucoup plus fort de le faire de cette façon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, et on devrait en tirer des leçons aujourd'hui avec toutes ces choses, le wokisme qui interdit, qui censure et tout ça. Le problème, c'est qu'il faut pas être dans le réalisme-socialisme ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, il faut parler de ces questions, bien entendu les intégrer, mais pas de cette façon, en interdisant et en imposant de force certaines... Il faut aller beaucoup plus loin et l'intégrer dans un processus qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça avait une histoire pour nous, dans la courte mais très dense année qui avait précédé, depuis la création de la troupe. On avait commencé, je te l'ai dit, par jouer Roméo et Juliette. On était quatre hommes. Et donc, mais là, on se réclamait très explicitement de la tradition shakespearienne. 4 hommes d'âge et de physique très différents. Et avec le principe, qui était celui que je disais d'ailleurs, pour jouer une pièce aussi multiforme que Roméo et Juliette, avec 4 hommes, il fallait faire ça, on permutait de scène en scène, avec on repassait par la narration, on permutait les rôles de scène en scène, ce qui faisait que les hommes jouaient des femmes jouaient des hommes. Et puis des âges différenciés. Oui, bien sûr. Ça ne coïncide pas. Non, absolument. Il n'y a pas que le sexe, c'est aussi l'âge. Non, absolument, il y a aussi l'âge. Bon, voilà. Donc ça, c'était, comment dire, quand on a fait nos gammes. Après, on a monté La Nuit des Rois de Shakespeare, qui est une pièce où il y a exactement le dispositif que tu viens de décrire pour Comme il vous plaira, où il y a exactement ça, c'est-à-dire un homme jouant une femme, ça c'est ce que nous savons par l'histoire du théâtre, mais cette femme se déguisant en homme pour séduire quelqu'un qui la refuse parce qu'il pense que c'est un homme, mais qui découvrira plus tard que c'est une femme, avec ce jeu en étage de travestissement. On en avait tiré toutes sortes de partis pris parce que la conviction qu'on avait, c'était en tout cas le fait qu'un homme joue un rôle de femme ou une femme joue un rôle d'homme, c'était autorisé, c'était parfois nécessaire, c'était souhaitable, c'était riche, mais c'était jamais neutre. Ça disait toujours quelque chose, toujours. Alors si on en arrive à César, il se trouve que la pièce Jules César de Shakespeare comporte 5 actes et que le personnage qui titre meurt à la fin de l'acte 3. Et en fait, nous n'avons monté que les 3 premiers actes, pour toutes sortes de considérations que je te dirai après. Ce qui fait qu'en effet, César était dans notre interprétation très largement le personnage principal. Nous n'avons pas décidé qu'il fallait que ce soit un seul acteur, ni une actrice. Il se trouve que dans les divers essais qu'on a fait, scène par scène, l'actrice, toute jeune, qui avait 20 ans, Michel Godet, extraordinaire actrice,
a déployé de telles ressources d'inventivité dans le jeu que peu à peu, elle s'est imposée en effet dans le rôle. Et que très vite, moi qui avait une formation de théoricien, etc., et puis j'étais pas le seul, nous avons très vite compris qu'en termes d'identification, le fait qu'il y ait qu'un seul rôle qui soit identifié à un personnage, et que ce soit le rôle du pouvoir, le rôle de l'empereur, c'est-à-dire que ça faisait de l'identification un phénomène de pouvoir, d'autorité, ça c'était une ressource très forte. À ceci près que cette identification était tournée par le fait que c'était une femme et qu'elle était jeune. Et que donc on voyait une jeune femme, y compris à certains moments donnés, parce qu'il y avait le moment de la mort, etc., où c'était très pudique tout ça, mais enfin on apercevait un petit peu une part de son corps, ses épaules, tout ça. C'était extrêmement... ça disait quelque chose de très puissant sur le rôle. J'ai surtout pas voulu, ni ça, ni sur le in situ, enfermer ça dans un lexique figé après. Tu vois, je me suis arrêté pour des raisons d'ailleurs aussi bien économiques que politiques, que de politique théâtrale, etc. On a expérimenté de toute autre chose. Il reste que, par exemple, tout récemment, je fais ces dernières années beaucoup moins de théâtre, mais j'ai programmé un travail qui ne sera pas un spectacle, mais un pur atelier, comme chez vous, dénué de toute perspective de production, avec la liberté que ça induit. J'y pensais tout à l'heure quand on en parlait. On va faire ça à Lausanne et je vais monter une des pièces fétiches de ma vie, que je n'ai jamais montée, qui est Cinna de Corneille, où le personnage principal, comme le titre ne l'indique pas, est Auguste, le même Auguste qu'était Antoine dans la pièce Jules César de Shakespeare, c'est lui, c'est Octave dans la pièce, Jules César de Shakespeare, qui deviendra Auguste. Et c'est cet Auguste sur lequel je vais travailler. Je l'ai confié, j'ai demandé à une femme extraordinaire actrice aussi, de travailler ce rôle, avec chez moi un écho de César, tu vois, du César de Michel Godet. C'est devenu évidemment très courant de faire jouer des rôles d'hommes par des femmes et inversement, bien sûr, mais bon, avec toutes sortes de nuances qu'il faudrait y mettre. Mais c'est pas pour appliquer une doctrine, c'est parce qu'en l'occurrence, je retrouve un peu ce même point de jonction, le fait que le point du pouvoir soit un point à la fois d'une relative indifférenciation sexuelle, tu vois, et en même temps d'une autre forme de corporalité qu'induit une femme lorsqu'elle joue un potentat, tu vois, c'est pour moi l'écho de César. Je ne sais pas encore ce que ça donnera. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment, c'est que tu ne sais pas ce que ça va produire. Bien sûr. Et ça, c'est très rare. Les gens, en général, ils ont déjà une idée toute faite, ils vont essayer de trouver les moyens. Alors, tu es complètement dans une autre dynamique, et pour moi, c'est toute ma vie, ça. C'est vraiment toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai lutté après explicitement contre l'expressivité. On nous dit toujours liberté d'expression, mais non, je pense qu'il faut faire le contraire. Il faut explorer, il faut inventer, c'est tout le contraire. Exprimer, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on va faire, tu vois. Et donc, c'est pas le bon terme. Tu vois, si on veut être libre, il faut au contraire permettre d'aboutir à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, j'ai souvent utilisé comme drapeau ou comme slogan une phrase de Gilles Deleuze qu'il a dite 2 fois à propos de 2 objets différents, une fois à propos de l'enseignement et une fois à propos de l'écriture. Il a dit on écrit ou on enseigne, mais c'était dans 2 contextes différents, jamais sur ce que l'on sait, mais toujours à la limite de ce que l'on sait et de ce que l'on ignore. Voilà. Et j'aime ça beaucoup parce que c'est ce point limite où il y a des choses que tu crois un peu savoir, mais qui, le fait de les mettre en jeu te porte au point exact où c'est en contact avec ce qu'en effet tu ne sais pas du tout, voilà, et que tu découvres. Oui, alors évidemment on part de choses, tout n'est pas de cet ordre, mais je veux dire, c'est pour aboutir et transformer finalement des choses qui sinon on ne sait pas à quoi sert l'art, je veux dire, c'est pas pour transformer. Alors peut-être qu'on peut terminer sur le meurtre et puis de Jules César, parce que mon souvenir est moins précis. Il y avait c'était comme comment ça s'appelle, il y avait un goutte à goutte à côté de pendant qu'on c'est ça,
Et comme dans un hôpital, là, non, c'est pas ça? Voilà. Rappelle-moi alors. Alors ça c'est un des moments de théâtre de tout ce à quoi j'ai pu contribuer pendant des décennies et des décennies qui me touche encore le plus et qui s'est découvert dans la pratique et par un effet d'invention complètement inattendu. Il se trouve que il y a l'assassinat de César où les conjurés ont décidé que pour être liés par cet assassinat et que personne ne puisse démentir y avoir été partie prenante, ils doivent tous plonger un poignard dans le corps de César et donc avoir les mains en sang et donc se tremper les mains dans le sang. Voilà. Et bon, c'est très compliqué à mettre en scène au théâtre, ça. Et alors il se trouve que pour toutes sortes de raisons, alors qu'on n'avait aucun moyen, rien, Michel Godet portait une espèce de drap, un grand drap blanc, un drap qui était là, et qui servait une espèce de burnous, ou tu vois, qui était sa robe impériale, avec un turban, elle était vraiment extraordinaire. Tu veux dire pour répéter, elle mettait Non, ça? non, Ah non. c'est devenu son costume. Oui, mais au départ. Au départ, elle l'a mis parce qu'elle cherchait quelque chose. Ah oui, je sais pas, tu vois, comment vous faisait des essais avec tout et avec rien. Et donc, au moment de l'assassinat, les conjurés l'entourent et ils prennent le drap, enfin, elle est dans le drap, ils éloignaient le drap de son corps et avec un poignard, ils coupaient le tissu et tiraient un peu sur les deux parois, les deux bords de la déchirure, et on entendait le bruit comme ça. Pendant ce temps-là, donc ils le faisaient les uns après les autres, simplement, méthodiquement, et Michel, qui était à l'intérieur, émettait des espèces de cris d'animal, de tout petits cris d'un animal blessé. Et d'ailleurs, un des moments extraordinaires, c'est que quand ça a fait fini d'avoir lieu, elle sortait du drap et elle s'enfuyait un peu comme ça, tu vois, hors le drap devenant évidemment le corps. Alors, Michel était parti, restait le corps. Donc tout ça était à la fois, parce que figure-toi que le manteau de César, déchiré et taché, joue un rôle décisif dans la scène d'après, la scène où Antoine le présente au peuple en disant regardez là, les plaies, regardez. C'est pas le corps qui monte, c'est le manteau. Donc, mais le fait que j'aimais beaucoup le fait que ça soit très, très simple, très sobre, et qu'on voit un peu péniblement, laborieusement, tu vois, avec un couteau tiré un peu sur le drap. Mais je trouvais que quelque chose manquait, c'était le sang. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. J'ai une idée, et je dis, à l'écart, tradition du texte de Barthes sur le bunraku, à l'écart, non, ça n'a rien à voir avec la scène, quelqu'un va rentrer et va pousser alors on cherche, il y avait un petit chariot, je crois que c'était un chariot de l'église pour mettre les livres de prière, un petit chariot, un vieux petit chariot, sur lequel on met une bonbonne en plastique, une vieille bonbonne en plastique, mais qu'on met à l'envers, tu vois, qu'on met à l'envers, et on met en dessous une espèce de gamelle en métal, et au moment où il commence à... Et on avait mis dans la gamelle en métal du liquide. Je dois dire que dans mon souvenir, je pense qu'il était même incolore. Oui, c'est ce que j'allais dire, absolument. Ouais. Oui, Pas non, du tout. ah, pas du rouge. tout, non, non. Voilà. Et alors, au moment où... Non, c'est pour ça que je pense d'ailleurs Mais c'est devenu ça. Oui. C'est devenu ça, Oui. tu vois. C'est devenu explicitement ça. Mais je t'assure que je ne suis pas sûr que c'était prémédité. Ouais. Et alors, on commence à découper ce drap. Peut-être que vous avez commencé parce que c'était plus simple de mettre. Voilà, non. voilà. Puis vous avez dit finalement c'est beaucoup Et plus. puis alors, le type, un des acteurs, un très jeune acteur, décédé depuis, René Corcos, qui s'est fait appeler Flaminio après, ouvrait le petit robinet et il tombait des gouttes. Ploc, 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 ploc. Tu vois. Et figure-toi que ça, le drap qu'on déchire, le corps âme
animale, âme animale, de César qui s'enfuit comme ça, pas tout à fait nu, mais un peu animal. Tu vois, voilà, se tenant comme ça, se partant vers le fond. Et les plocs, en effet, hospitaliers, mais sordides, d'autant plus que c'était même pas les trucs d'un hôpital, c'était qui fait le petit ploc de sang. Je crois que c'est, mais dans la dissociation, voilà. Parce que c'était dissocié, tu vois. Si ça avait été, si on avait cherché la moindre jonction, tu vois, qu'elle soit sonore ou spatiale ou gestuelle, là c'était la dissociation, et ça c'est de la distanciation en effet. Voilà. C'est-à-dire que l'acte est démembré en deux parties différentes. Et ça, c'était quelque chose de... je crois que si je suis content d'avoir fait du théâtre, c'est pour un ou deux moments, dont celui-là. Ouais. Oui, et puis là, tu fais confiance au spectateur. On n'est pas dans uniquement la réception passive et l'identification, etc. Enfin, bon, c'est ça, voilà, bon. Donc voilà, on comprend pourquoi ça m'a marqué. Mais il y a peu de spectacles comme ça qui m'ont donné... Enfin, il a laissé beaucoup de traces, il n'y a pas eu tellement de spectateurs. Je crois qu'on avait compté, il y en a dû avoir en tout un peu moins de 2000 sur 20 représentations, parce qu'au début, personne ne savait que ça existait. Il y avait 15 personnes. Oui, c'est ça. À la fin, c'était archi-comble, mais au début, il y avait... Oui, quand j'y suis allé, on en parlait. Donc. Et Colette Godard avait titré dans Le Monde, ça avait fait un effet incroyable. Le titre de l'article, c'était « Tout le monde parle de Jules César », ce qui était quand même un titre d'article étrange. Et voilà. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont vu ça, mais c'était toute une génération de gens qui étaient souvent jeunes et qui après se sont retrouvés à des responsabilités, ou avec des fonctions, ou avec des œuvres. Et souvent, j'ai retrouvé des gens qui m'ont dit « mais j'étais à Jules César ». Et ça, c'est très fort. Mais simplement, il y a pratiquement pas de traces, 2 ou 3. C'est pour ça que c'est important ce que tu as souhaité faire. Alors j'ai des images dans ma tête. C'est très important. Dans ma tête très précise. Parce qu'en fait, il y a quelques photos, il n'y a pas de vidéo. Il y a une vidéo... À l'époque, on ne filmait pas. Il y avait un peu de cinéma qui a été tourné par un très, très bon opérateur de cinéma qui s'appelait Robert Alazraki, je crois qu'il est toujours là. Et qui a tourné en extérieur et avant que la nuit tombe, parce qu'il tournait avec une caméra de cinéma. Et donc, à bout d'un moment, il ne pouvait plus. Et à l'intérieur, c'était pas possible. C'est le problème au théâtre aussi. Dès qu'on travaille l'éclairage avec des ondes et tout ça, ça donne pas grand-chose. Donc, soit il rallume pour qu'il y ait plus et puis on fout tout en l'air, soit il n'y a pas assez de... Enfin bon, l'œil ne fonctionne pas pareil que... Surtout là, avec le soleil qui descend, notre œil s'habitue petit à petit et finalement on continue de voir assez longtemps. Quand tu dis qu'on allumait des projets, d'ailleurs à l'extérieur, il y en avait 2 ou 3 sur des pieds. C'est d'ailleurs cette espèce de lampadaire. Je me souviens d'un qui était énorme. Mais il n'était pas si gros que ça. Non, mais je me souviens d'un très gros. En fait, c'était une poursuite ou je sais pas? Non, ça devait être un kilo, peut-être 2 kilos. Mais je suis pas sûr. Mais pareil, non, je me souviens, c'était un gros... Peut-être que la marque au sol était... C'est ça, c'est ça. Était grand, voilà. Écoute, merci Denis. Merci beaucoup à toi. C'est vraiment incroyable de finir par parler de ce spectacle longtemps après, mais voilà. Ça fait quoi, 47 ans? Oh là là. Ça fait 47 ans. N'en parlons pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.